Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous être là, merci de nous suivre, merci de partager, merci de se connecter, merci de commenter. Parce qu'aujourd'hui, en Algérie, commenter une émission de débat libre, une émission de liberté d'expression est une prise de risque dans un pays qui s'appelle l'Algérie d'aujourd'hui. Cette nouvelle Algérie qui emprisonne des gens pour un commentaire. Alors je sais que c'est très difficile de le concevoir, mais en Algérie, il y a plein de personnes qui sont en prison à cause d'un commentaire. Donc je remercie énormément les personnes et les commentateurs qui font des posts, qui partagent notre émission. Le studio spécialement consacré aux élections présidentielles du 7 septembre 2024 en Algérie est toujours là et se poursuit. Et j'ai aujourd'hui l'honneur et l'immense plaisir d'accueillir deux invités de très grande qualité. Franchement, de très grande qualité. Au moment où chiite, vous allez le voir et le constater vous-même. Alors, j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui mon ami, monsieur Idil Noren. Bonsoir, monsieur Somar. Merci pour votre invitation. Et je salue toutes celles et ceux qui seront à l'écoute ou qui nous regarderont. Donc, monsieur Idil Noren, j'ai parlé pour le ranier un coup de tarif, mais quand même, certaines personnes. On va se tutoyer si c'est possible, parce que le vouvoiement, c'est très peu algérien, on va dire. Alors, Idil, oui. Est-ce qu'on peut dire que, une petite biographie quand même, un ancien du RCD, figure politique importante, observateur averti de l'actualité algérienne, défenseur des droits de l'homme et militant politique encore? Pas tout à fait. Pour moi, militant politique, c'est un militant qui est actif dans un parti politique et qui défend ses idées. Je suis plus un observateur, on va dire, avec un peu un âge certain ou un certain âge. Voilà, donc en gros, plus voilà, et militant des droits de l'homme. Avec mon ami le président Ali Edjoudi à Riposte International. Voilà, je te remercie pour cette transition, parce qu'aujourd'hui est avec nous Ali Edjoudi, président de Riposte International, avec sa belle chemise. Il était à Hawaï. Hein. Ouais. Merci beaucoup d'être là, mon cher Ali. Merci pour ta participation et merci pour tout le travail que vous faites à Riposte International. L'une des rares ONG, encore une fois, associations qui travaillent sur le terrain. Et je le dis franchement, pas pour jeter des fleurs. Il y a tellement de peu d'initiatives positives dans notre pays que j'estime que lorsqu'il y a une initiative positive favorable à l'intérêt général, qu'il faut le dire, qu'il faut la saluer. Donc voilà, Riposte Internationale défend sans cesse les prisonniers politiques et les détenus d'opinion et retrace régulièrement les violations des droits de l'homme dans notre pays. Bonsoir. Bonsoir Khoyali, merci beaucoup. Et nous sommes aujourd'hui le 18 juillet 2024. Aujourd'hui à minuit, ce soir à minuit, c'est le dernier délai pour le dépôt des dossiers de candidature à la candidature aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024. C'est-à-dire que ce soir se terminera l'opération de collecte des dossiers de candidature. 10 jours plus tard, normalement le 27 juillet prochain, l'autorité nationale indépendante des élections va donner la liste des candidats dont le dossier ont été validés avec la Cour constitutionnelle. Et à partir du 15 août 2024, la campagne électorale va commencer. C'est la première fois dans l'histoire de l'Algérie qu'une campagne électorale commencera un 15 août. Ça va être une campagne électorale spéciale pour une élection très spéciale. Mais honnêtement, mon cher Idil, est-ce qu'on peut parler d'élection présidentielle ou d'un référendum sur le deuxième mandat de Tebboune? Parce qu'aujourd'hui, on était censé avoir 35 candidats qui avaient retiré les formulaires. On ne sait pas combien d'entre eux vont déposer définitivement leur dossier, où il y a les formulaires de souscription, mais d'autres pièces administratives extrêmement complexes. Est-ce que c'est une élection? Parce que les 35, personne n'en parle. On ne parle que du deuxième mandat de Tebboune. Et Tebboune monopolise le débat public, monopolise les attentions, monopolise tous les projecteurs. C'est un référendum sur le deuxième mandat ou c'est une élection présidentielle? Vous savez, ça pourrait être un référendum, mais c'est une élection présidentielle qui est déjà jouée. D'autant qu'il faut se dire aussi que lors du Hirak en 2019, quand l'ancien chef d'état-major avait décidé de continuer le processus constitutionnel et d'aller justement à des élections, alors que le peuple du Hirak, si on peut l'appeler ainsi, parlait d'un processus constituant qu'on devait passer par une transition. Ensuite est arrivée cette élection, l'élection présidentielle, où il y a eu un taux de participation très faible. Et il faut observer aussi que la Kabylie, la grande Kabylie, la petite Kabylie, je n'aime pas dire la grande, la Kabylie en général, et un peu l'algérois, pas l'algérois, on va dire les régions berbérophones, le centre, voilà, la Kabylie particulièrement à 0 votant. C'est un acte de sédition en termes de lecture. Ça, c'est le premier élément. Qu'est-ce qu'il a fait là? Vous dites que c'est un référendum? Non, les dés sont pipés. Et je pense que le duo Tebboune-Chenghriha, leur sol était lié.
pour une raison, c'est que l'armée ne pouvait pas se déjuger. Quand j'entendais certains camarades lors de débats où on se voyait autour d'un café, disons non, c'est pas sûr que Tebboune ait le deuxième mandat. Non, il allait avoir, parce que l'armée ne pouvait pas se déjuger de son choix stratégique de Tebboune, avec tous les aléas et toutes les insuffisances qu'il a eues. Moi, je pense que c'est une élection qui a été pliée depuis très longtemps. Ils ont réglé pratiquement tous les problèmes. Et par rapport à la Kabylie, si je peux me permettre, sa dernière visite, et c'est là le traitement politique et médiatique qui en a été fait pour la visite de Tebboune, et je trouve ça à la limite je ne sais pas comment vous le dire, je trouve ça énorme. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Leur processus a commencé bien avant. Ils ont neutralisé toute la symbolique de la Kabylie. Le 20 avril, les étudiants ne marchent plus, c'est très important. Ils ont pratiquement normalisé la fondation Mahatoub depuis très longtemps. La GSK est passée, elle a été nationalisée au profit de Mobilis, donc de l'État. Les étudiants ne marchent plus pour le 20 avril. Donc toute la symbolique inhérente à la Kabylie a été neutralisée. Ajoutez à cela, que je suppose, c'est une supposition, c'est une hypothèse, la participation du FFS à l'élection présidentielle. Parce qu'il fallait à tout prix... Depuis 1999. Tout à fait. C'est quand même pas n'importe quoi. Y compris la participation aussi du MSP. Une première depuis 1994. 95, oui. 95, la dernière élection oui. à laquelle Mahmoud a participé. Parce qu'en 99, il ne pouvait pas participer. Ouais. Sa candidature a été invalidée. Donc le régime algérien utilise quand même des gros symboles pour essayer de valider. Maintenant, est-ce que ces symboles, est-ce que ça suffira pour crédibiliser cette élection? Non, non, pas du tout. Parce que le président, enfin le chef de l'État et son staff et les spin docteurs de la police politique pensaient lancer le message comme quoi la Kabylie, il faut acter ça, que ce n'est pas une région comme une autre, donc il faut un traitement particulier. Or, il accentue justement le prisme déformant qu'ont les Algériens sur la Kabylie. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il voulait faire croire aux autres régions que la Kabylie est normalisée et que c'est la Kabylie qui a validé le deuxième mandat, quelque part, il lui a donné la légitimité pour aller au deuxième mandat. C'est toutes ces questions qu'il faudra aborder, mais je pense avec un peu de recul. Concernant les candidats, vous l'avez suggéré, tu l'as suggéré dans ta question, moi, à part le leader du MSP, qui, normalement, il n'y a pas de souci, Mme Zoubida Assoul doit déposer à 20h ce soir, le FFS s'est manifesté en disant qu'il a réussi à avoir la signature des élus, par contre. Le chef de l'État, bon, ça ne pose pas problème. Maintenant, qui va accompagner ce quatuor? Mme Zoubida Assoul ou pas? Et un autre candidat. Bon, je pense qu'ils seront 5, au plus 6. Il y a aussi la dame là, du chef d'entreprise dont j'oublie le nom. C'est Aden Rza qui s'est beaucoup plaint de l'incapacité de réunir justement les parrainages, etc. Mais on ne sait pas qu'est-ce que ça va... En fait, on parle plus, on parle jamais de ces candidats. Il n'y a pas de débat en Algérie, en fait, aujourd'hui. Ce qui est incroyable. Tout à fait on parle que de Tebboune. Tebboune occupe à 100% la vie politique en Algérie. D'ailleurs, aujourd'hui, en fait, la question aujourd'hui, parce que voilà, on a vu notre ami Idi qui parle de la Kabylie, etc. En fait, si je résume bien, Ali, si la Kabylie ne se réveille pas, et elle ne s'est pas réveillée pour le moment, il n'y a pas de signe avant-coureur qu'elle pourrait se réveiller, personne ne pourra bloquer le deuxième mandat. Qui peut bloquer le deuxième mandat de Tebboune, en fait? Malheureusement, c'est mal parti à partir du moment qu'on est dans la continuité de ce qui s'est passé le 12-12-2019. Nous avons eu un président illégitime, mal élu. Nous avons eu une constitution illégitime, la plus illégitime depuis l'indépendance. Nous avons une assemblée, un parlement mal élu, le plus illégitime depuis 62. Et toutes ces structures, c'est eux qui ont légiféré, c'est eux qui ont constitué l'Algérie d'aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire, depuis 4 ans, et Tebboune essaie d'instaurer son règne, c'est-à-dire installer le tebbounisme qui n'existera jamais. Parce que oui, c'est-à-dire c'est la ligne militaire, parce que pour une simple raison, Tebboune n'a jamais été préparé durant toute sa vie à être un leader politique, à être un chef politique. C'est un technocrate, c'est un administrateur. Il n'a jamais été ambitieux. Il n'a jamais eu dans sa vie un projet politique
Donc c'est l'ironie du sort, le hasard qui a fait de lui un chef d'État. Il est là grâce à la volonté de Gaïd Salah, on ne va pas se mentir, et parce que Gaïd Salah, il a trouvé que la personne la plus docile qu'il pouvait manipuler comme il le souhaitait, c'est Tebboune. Donc durant 4 années, qu'est-ce qui s'est passé durant toute cette période? Donc c'est gouverner avec une terreur, c'est-à-dire imposer du haut un projet qui n'a ni queue ni tête. À ce jour, il n'y a aucun indice positif qu'on peut suivre. Disons qu'éventuellement, peut-être on n'a pas compris, peut-être on a mal compris Tebboune, peut-être il n'y a rien, il n'y a rien. Durant 4 années, ces 4 années c'est-à-dire d'immobilisme, les institutions de l'État ont été paralysées, le désespoir a gagné toutes les couches de la société, même la classe moyenne à l'époque, qui était plus ou moins la classe ouvrière qui a résisté. Aujourd'hui, il n'y a aucune catégorie d'Algériens qui a été épargnée. Donc, Tebboune, il a compris, peut-être les gens qui l'ont, parce que Tebboune, il a compris, il n'a jamais compris. Parce que pour comprendre, il faut avoir un projet, il faut avoir une volonté de gouverner, d'être président. Il n'a jamais eu cette volonté. Durant toute sa vie, c'était un chef de daïra, un wali, et puis un ministre. Tout ce qui n'a pas eu la volonté, Ali, mais allez, je vais aller quand même à contre-pied de vos lectures, quand même. Quand on parle avec les partisans du régime, parce qu'il existe des Algériens qui sont partisans du régime et qui sont autant Algériens que nous, ils nous disent, mais Abdul Hirak a échoué, il ne nous a pas donné un espoir, il n'y a pas eu de suite, pas d'organisation, pas de leader, il y a eu des slogans totalement contradictoires, واحد يقول لك دولة إرهابية, واحد يقول لك مخابرات إرهابية, واحد يخلط les entre les généraux algériens et les généraux du colonialisme, on est complètement désorienté. Il y a ce Tebboune, au moins avec lui le pays stable. Les Algériens ils disent c'est plus la Libye, c'est pas la Syrie, etc. Et puis, c'est vrai que c'est une dictature, mais nous avons la sécurité. Et est-ce que le deuxième mandat ne va pas conforter ces assurances, finalement, puisqu'il n'y a rien en face? Il n'y a rien. Il y a une opposition morcelée. Les restes du Hirak, on a du mal à les voir, ça ne se rallume pas. Les cendres du Hirak sont là, ne se rallument pas. Est-ce que finalement, ce deuxième mandat n'est que la conséquence d'un échec? D'un échec de celles et ceux qui voulaient ou qui portaient le changement démocratique ou le changement par une révolution populaire. Eder. Oui, bien sûr. C'est le tort de l'opposition algérienne qui n'a pas su bâtir en temps et en heure les convergences utiles pour le pays. Beaucoup de questions n'ont pas été traitées durant la première mandature. La question démocratique n'a pas été traitée ni par l'opposition ni par le système, bien au contraire. La promulgation de l'ordonnance plus connue sous la 87 bis et son décret d'application acte de manière claire, très claire, l'extinction de la vie publique, de la vie associative, de la vie politique. L'ordonnance 87 bis, c'est l'ordonnance qui utilise le terrorisme pour lutter contre certaines... On assimile à du terrorisme pas mal de pratiques qui relèvent de l'opposition ou de la liberté d'expression. Voilà, pour être plus clair, si par exemple dans votre quartier, vous avez une fuite d'eau qui dure depuis 10-15 jours et que ça pose un problème sanitaire, si les habitants vont à la mairie manifester et demander à être reçus, ils sont 10, ils sont classés comme action terroriste. Ça va jusque-là, justement. Et parallèlement à ça, le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait avec la 87 bis? C'est une des... Mais la réforme de la Constitution qui s'est déroulée le 1er novembre 2021, je pense. Non, le référendum sur la Constitution, c'était novembre 2020. 2020, pardon. Voilà. 2020, ma mémoire... C'est en plein Covid, rappelez-vous. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que les gens comprennent, et j'ai dû le dire dans d'autres plateaux, c'est l'article 30, dans son alinéa 4, qui fait de l'armée l'institution qui veille aux intérêts stratégiques et vitaux de l'État. Mais ça, c'est un article dont l'extensibilité est sans limite. À partir du moment... Tout ce que fait l'armée est constitutionnel
au regard de l'article 30 dans son alinéa 4. Regardez simplement ce qui a été publié, le décret présidentiel, faisant de certains cadres, au cadre de l'ANP, ils peuvent être appelés à exercer des fonctions importantes. Le décret du 27 juin 2024. Voilà, 2024. Il y en avait sous le temps de Boumediene et même de Chedli, je me rappelle, là, deux militaires d'ailleurs, Bouzroub, Aït Bessoudan, qui était à Algérie. Il y a eu quelques exemples comme ça. Il y a eu M. Aouchiche qui restait longtemps, là, mais bon, c'était la DNC-ANP. Mais il y a eu plein. Récemment, il y a eu, et c'est pas vous, je vais l'apprendre, vous êtes au fait de tout ce qui se passe en Algérie, le DG de la douane est un ancien général, je veux dire, à la retraite ou en activité. Il n'a pas été à la retraite. D'accord, voilà. C'est un général-major qui était en fonction. Donc, c'est toutes ces questions. Et vous dites, c'est un référendum, c'est plié. Le souci, deuxième mandat, pourquoi ? On n'a pas réglé la question nationale. On n'a pas réglé, quand je dis la question nationale, la question de la nation algérienne. On n'a pas réglé la question démocratique. On n'a pas réglé la question de l'école. On n'a pas réglé beaucoup de questions. Il y a un immense chantier, c'est une révolution qu'il faut faire. Et cette révolution, elle va prendre au moins, au bas mot, une génération, monsieur. Toutes les personnes qui vous diront ça peut aller plus vite, j'émets des doutes et des réserves. Regardez simplement, si vous me donnez 2-3 minutes, les erreurs stratégiques de M. Tebboune. Je ne parle pas de l'échec des BRICS, qui est une gifle pour le pays, et je renvoie nos téléspectatrices et téléspectateurs à la déclaration de M. Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, qui a dit en substance le choix pour rejoindre les BRICS a été décidé sur 4 ou 5 critères. La stabilité, l'influence dans la région, donc excite les questions économiques, excite. Et nous, on n'a pas été retenus. Donc c'est une gifle, d'autant que le président de la République a basé l'adhésion aux BRICS, ça a été un des vecteurs stratégiques de sa politique. Échec. Regardez quand il dit, l'année dernière, il l'avait dit, il a dit, bon, on va angliciser. Généraliser l'anglais. Ouais, je ne suis pas contre l'anglicisation au niveau scolaire. Mais je me demande ce que c'est conseillé. Quel est l'espace stratégique ? Vous savez que l'Afrique, actuellement, il y a 280 millions de locuteurs en français. En 2050, ils seront 720 millions, donc 80% en Afrique. Quelle est notre stratégie à nous ? C'est quoi ? C'est la Méditerranée et l'Afrique. Ça, c'est le premier élément. Donc, on ne prépare pas nos concitoyens à aller chercher des marchés, à aller se développer avec les pays africains. 2, le fait, parce qu'on utilise la langue française comme étant un moyen de pression, un moyen de chantage. Deuxièmement, la 3e, 4e génération des émigrés ici. Ils vont faire de cette 3e, 4e génération quoi ? Des étrangers dans leur propre pays et des analphabètes dans leur propre pays. Ça, c'est une erreur stratégique de M. Tebboune. Mais comment peut-on le laisser dire et établir cette politique sans qu'il y ait consensus, ne serait-ce qu'au niveau des experts en pédagogie, parce que ça pose un gros problème dans l'éducation nationale, au-delà du fait qu'il faut ôter l'idéologie dans l'école. On sait tous qu'il y a derrière l'école, derrière les programmes. Et dès là, tu es en train de nous dire c'est plié. Allez, c'est vraiment plié, c'est bon, on ne peut rien faire contre le deuxième mandat. Qu'est-ce qu'on peut faire alors finalement ? On doit applaudir. En fait, j'ai l'impression qu'on est dans une impasse, où on applaudit, ou on s'exile. Non. Écoutez. Et ça me rappelle la phrase d'une déclaration d'un ministre de la jeunesse et des sports, du régime Tebboune, la Nouvelle-Algérie, qui a dit ou vous êtes content, vous partez. Ils s'en est excusé après, mais voilà, la polémique avait dépassé les limites. On ne peut rien faire. Écoutez, tout d'abord, je vais reprendre la question d'avant. Dire que le soulèvement populaire a échoué, je ne partage pas du tout l'idée pour une simple raison. À chaque fois, l'opportunité se présente pour le peuple algérien de s'exprimer, il s'exprime contre le pouvoir. Il s'est exprimé contre le pouvoir en 1991. Le vote pour le fils, ça n'a pas été un vote d'adhésion, mais les gens ont voté pour le fils contre le FLN. Et en 2019, contre l'occasion, l'opportunité s'est présentée devant les Algériens de se positionner dans les 4 coins du pays. On dit par millions, les Algériens sont sortis contre ce pouvoir. Eh bien, le pouvoir a compris qu'il se retrouve en face d'un peuple qui le rejette. Et c'est une réalité. Aujourd'hui, qu'on le veuille pas, ce n'est pas les médias
du pouvoir qui vont me faire croire que c'est bon, le Hirak ou le soulèvement populaire est plié. Maintenant, alhamdoulilah, voilà. C'est pas du tout. Le pouvoir, le peuple est totalement en divorce total avec le pouvoir. Mais il n'y a pas de manifestation, allez. Oui, il n'y a pas mais de blocage contre le régime. Attends, je m'explique. Juste la visite de Tebboune à Tizi Ouzou, elle a été reportée à maintes reprises. Oui. Et tout le monde avait peur. Au sein du régime, je vous le dis, moi j'ai parlé avec des sources, tout le monde avait peur de cette visite. Tout ça fait, ils l'ont préparé pendant 6 mois. Oui. Mais il est venu, il a paradé, il a fait ce qu'il fallait faire, et il est reparti. Mais il est venu après quoi? Écoutez, mais c'est 4 années de répression. Durant ces 4 années, c'est plus de 12 000 arrestations. C'est par milliers que le pouvoir a arrêté ce peuple. Tous les acteurs principaux de l'opposition sont sous contrôle judiciaire. Et d'autres, ils ont fait de la prison entre 9 mois et 3 ans. Donc on ne peut pas dire que bien sûr, quand le pouvoir, il crée un vide, une situation de vide, où on dit un borné au pays des aveugles est un roi. Aujourd'hui, le pouvoir, il crée une situation de catastrophe, un vide. Et puis, il pleure, mais je vous dis, voilà, donc il n'y a pas... Mais bien sûr, il n'y aura pas d'opposition. Il n'y aura pas d'hommes et de femmes sérieux et sérieuses qui vont accepter de jouer dans une partie dont les règles du jeu ont été fixées à l'avance par le pouvoir. Et comment vous pensez qu'il peut y avoir une campagne électorale avec des médias où on interdit l'accès à toute personne pas opposante? Ce que dit Ali est très intéressant. Mais moi, j'aimerais vous poser une question. À la belle, ça peut choquer, et ça peut provoquer, mais bon, on n'est pas là quand même à la charge de la vérité. Voilà. On parle de répression. Quand même, les amis, quand on compare, et si on fait un comparatif entre les autres pays qui ont fait des mouvements de révolte populaire, où il y a eu de la répression, on regarde le Chili, le Soudan, la Birmanie, etc., il y a eu des répressions beaucoup plus féroces. Allez, il y a eu, effectivement, il y a eu des arrestations, 12 000. Mais le régime algérien n'a pas fait autant d'atrocités que le régime égyptien, que le régime soudanais, que les militaires au Chili, etc. Pourquoi j'ai l'impression que c'est une petite répression par rapport à d'autres régimes autoritaires. Je sais que vous allez me dire, mais c'est une petite répression. Il y a eu combien de morts? 3, 4? Il y a eu des éborgnés de la Kabylie en décembre 2019. On n'a même pas le décompte, quelques dizaines d'éborgnés. Mais le reste, il n'y a pas eu de tuerie, il n'y a pas eu de massacre. Le régime algérien a réprimé dans certaines règles. J'ai l'impression qu'il a gagné facilement. Franchement, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il a dominé facilement la rue? De toutes les manières, le pouvoir algérien, c'est une constante chez lui. Il sait gérer la rue. À la limite, il la manipule. Quand Ali dit ce que tu viens de dire et tu viens de suggérer en disant ce que le Hirak a échoué ou pas, je vais dire une chose, et c'est pour abonder un peu dans le sens de Abdou, et le Hirak, il y avait la détermination, il y avait l'engagement, il y avait une donnée qu'on n'a pas pris en compte, c'est le sens du sacrifice. Le sens du sacrifice. Pour moi, le Hirak, à un moment donné, où on avait ce qu'on pouvait appeler la masse critique. C'était des marches à millions. Le rapport de force pouvait être basculé. Mais il y avait des préalables à ça. Il fallait que le Hirak soit un peu, pas organisé, mais presque. C'est-à-dire qu'il aurait dû sécréter infiniment plus de compétences. Donc des nouvelles images et si possible des jeunes. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est avec quel outil, sur quelle force sociale, parce que ça c'est important aussi, sur quel corps intermédiaire, force sociale, allait s'appuyer le Hirak. Et troisièmement, c'est un problème de méthodologie. On n'avait pas de méthode. On avait suggéré à l'époque, avec un ami à moi, Brahim, est-ce qu'il serait utile, lors des marches, de ne pas aller à la présidence, mais aller vers les lieux de pouvoir, l'Assemblée nationale, le Sénat, et faire des sit-ins. Ça aurait eu de la tête, ça aurait fait sens. Mais ce qu'il y a, c'est que notre pays est malade. Monsieur Smar, il est malade, Abdou, il est malade à la fois du système, à la fois que tous
toutes les contraintes que pose justement cette problématique du système, mais elle est malade aussi de son opposition. Elle est malade aussi de son opposition. Pour moi, pour juste terminer, le Hirak, ça reste quelque chose de merveilleux, ça reste quelque chose, c'était une espèce de catharsis. Permettez-moi d'aller encore plus loin tous les deux, et je reviendrai vers toi, Ali. Personne ne dit que le mouvement n'a pas été merveilleux. Toutes les révolutions, en fait, sont merveilleuses. Ça me rappelle quelqu'un qui m'a dit, je ne sais pas si vous connaissez la série « L'Algérie vue du ciel ». Nous, les Algériens, on s'est extasiés devant. Quelqu'un m'a dit, mais Abdou, tous les pays du monde vus du ciel sont beaux. Toutes les révolutions sont belles et merveilleuses. La question, c'est que pourquoi chez nous, ça n'a pas marché comme ça a marché ailleurs? Oui, non. J'irai encore plus loin. Est-ce que finalement, Ali, c'est la même question que je vais adresser à toi, Edith, et finalement, est-ce que peut-être que nos compatriotes, peut-être que nous, on a plus d'ambition que beaucoup de nos compatriotes, peut-être que beaucoup de nos compatriotes ne sont pas sortis forcément pour la démocratie, ne sont pas forcément sortis pour un état de justice, ne sont pas forcément sortis. Ils étaient juste contre le fait que nous avions un président handicapé. Non, pas du tout. Parce que je parle avec beaucoup de mes compatriotes, mais je vais répondre. Juste un problème, je nous, on veut la sécurité, nous, on veut la bagarre avec certains pays qui sont proches d'Israël, on veut un leader qui nous rappelle Boumediene, on veut le populisme, on veut qu'on ait un peu quelques infrastructures, je ne sens pas que beaucoup de nos compatriotes ont des ambitions comme nous les avons. Est-ce que je me trompe ou... Oui, mais écoute, d'abord, chaque peuple est un petit peu otage de son histoire. Nous avons d'abord notre propre histoire. Nous avons vécu une Disney noire. Ce n'est pas une Disney, c'est pratiquement presque 20 ans de terrorisme. 1/4 million d'Algériens qui a été assassinés, massacrés. L'exode de 4 millions d'Algériens. Des milliers d'handicapés, de malades mentaux. Donc, vous pensez que les séquelles de cette Disney noire a disparu tout d'un coup? Pas du tout. Justement, les Algériens ont brandi le premier slogan, Silmiya. Parce que le peuple algérien sait que ce pouvoir n'est fort que dans la violence. Il n'a rien à proposer. Il n'est fort que dans la violence. Donc, Seyder l'a bien expliqué. Donc, le pouvoir est très malin. Il gère bien. Il a su jouer. D'abord, me dire aussi qu'il y a eu l'émergence de beaucoup de figures dans le Hirak. Il y a eu l'émergence de beaucoup de femmes et d'hommes durant ce Hirak. C'est des hommes et des femmes engagés qui ont une force de conviction, qui ont le verbe facile, mais justement, le pouvoir a trouvé le prétexte du Covid pour éparpiller ce Hirak et puis taper fort sur certaines figures emblématiques pour qu'ils servent d'exemple. Toi, tu es un condamné à mort. Voilà, tu dois servir d'exemple pour les journalistes. Ben, les journalistes qui veulent faire leur travail et qui cherchent à comprendre, eh bien, leur sort sera comme celui d'Abdou Smar. L'Akhdar a paix à son âme. À 86 ans, un héros de la Révolution, a été jeté en prison comme un moins que rien. Il a été déshonoré par les chaînes de télévision Chourouk et Nahar. Et le NTV, c'est le NTV. Voilà. C'est la chaîne publique qui a remis en cause, la chaîne étatique publique financière qui a remis en cause le passé révolutionnaire de l'Akhdar. Donc il fallait taper fort sur les figures émergentes et les symboles de ce soulèvement. Et par la suite, il fallait injecter des éléments pour dire, voilà, donc c'est les islamistes, pourquoi c'est vendredi? Alors, il fallait trouver des failles. Eh ben, le pouvoir a trouvé ces failles. Et puis, c'est malheureux pour nous parce que les séquelles de la Disney noire a fait que le peuple, nous avons peur d'une violence interminable. Et vous savez, depuis le début, depuis 2011, et le pouvoir ne cesse de dire, voilà, vous voulez la démocratie? Yahya l'a dit, Bouteflika l'a dit, et tous les responsables politiques du RND, du FLN, des ministres ont dit, vous voulez le même sort que la Libye? Vous voulez le même sort que la Syrie? On ne veut pas le même sort que la Syrie. On veut... Eh ben,
Et on a joué sur ces mots, on a joué sur les violences, on a joué sur l'article 87 bis. Ben écoutez, c'est un peuple qui est dans une prison à ciel ouvert. En tout cas, le pouvoir est conscient que le peuple l'attend au virage. Ali, tu as dit tout à l'heure quelque chose qui m'intéresse. Ali a dit que le pouvoir est malin. Et dire, est-ce que aujourd'hui, cette impasse du deuxième mandat, ce qu'on peut considérer comme une impasse, pas trop objectif, cette voie du deuxième mandat, pour que je ne prenne pas de position, cette voie du deuxième, parce que le deuxième mandat a aussi ses partisans, est-ce que ne s'explique pas par le fait que nous avons, surtout l'opposition, que le Hirak, que les adversaires du régime algérien l'ont trop sous-estimé? Je me souviens qu'en 2019, dès que Bouteflika est parti, moi des gens m'ont appelé, c'est bon, c'est fini le régime, etc. Ça va, il va tomber comme un château de sable, etc. J'aurais dit, mais vous n'êtes pas quand même conscient que le régime, c'est pas uniquement Bouteflika. Est-ce qu'on l'a pas tellement sous-estimé que finalement il a pris le dessus et qu'il a eu d'autres cartes à jouer face à une société civile, une population, une opposition naïve? C'est vraiment, il n'y a pas eu la naïveté de la part de certaines figures politiques connues, je pense surtout à Mohsen Belabès, à Karim Tabou. Ceux-là, non, ceux-là, ils sont nés dans le chaudron et ils peuvent comprendre tout ça. Il n'y a aucun souci. Mais ce que tu dis là concernant ça y est, le pouvoir va tomber, je pense que ça, ils voyaient ça sous le prisme de l'enthousiasme. BA, c'est pas comme ça qu'on règle le problème. D'autant que. La foule, surtout. Mais la foule en elle-même, ouais. S'il n'y a pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, donner du sens au slogan du Hirak pour que ça fasse écho. L'état de droit, c'est quoi? Quel contenu politique on doit lui donner? C'est le primat du droit. Le tribunal doit être sanctuarisé. Il doit être l'arbitre à la fois de nos nuances, à la fois de nos désaccords et à la fois de nos conflits. Il doit être désencaserné, puisque finalement, il est sous tutelle. Parler du pays, comment former une classe de citoyens, parce que je suis convaincu que notre pays ne pourra avancer que non pas sur de l'idéologie, mais il doit avancer sur un socle de valeurs partagées par tout le monde. La citoyenneté bien comprise, le sens de la responsabilité, le sens de l'équilibre, le sens de la démocratie, les libertés individuelles, les libertés collectives, etc. etc. C'est sur ce socle-là qu'on doit former. C'est pour ça que je dis c'est une génération. Et vous posez une question extrêmement importante. C'est que l'armée, le peuple a avancé dans cette espèce de catharsis collective, parce que finalement c'était comme si on exorcisait un mal de 30 ans de défouloir, comme tu le dis. Mais l'armée, la question qu'il faut lui poser à l'armée, c'est est-ce qu'elle a fait sa mutation, Abdo? Est-ce qu'elle a fait sa mutation pour se mettre, ne serait-ce qu'au niveau minima des attentes du peuple? Alors, mais bien évidemment, il y a eu ce qu'on peut appeler le double... les islamistes, pas les islamistes, l'épouvantail, pas l'épouvantail, etc. Mais si on avait axé tous nos efforts à bâtir les convergences à un moment donné, on aurait pu faire avancer. Les gens parlent de transition, Abdo, excuse-moi, mais la transition, tu l'as fait avec qui? Oui, la cellule médiatrice. Est-ce que tu appelles l'armée ou tu appelles ce pouvoir-là à faire la transition? Ces questions, comment on fait cette transition? Sur la base de quoi? L'armée, oui. Rappelez-vous, en 2019, on avait appelé l'armée, on avait la rue demandé à l'armée est-ce qu'elle dégage Bouteflika. L'armée l'a fait. Oui. Guy Salah, il l'a fait, il a dégagé Bouteflika, il a organisé des élections en décembre 2019. C'est-à-dire l'armée, moi je leur parle beaucoup à des sources militaires. Et à chaque fois qu'on parle de l'armée, mais l'armée, est-ce qu'elle n'a pas fait ce qu'il fallait faire? Elle n'a pas entièrement fait ce qu'il avait faire parce que M. Gaïd Salah, son poste de chef d'état-major était en jeu. Il dépendait d'une signature et avec un environnement de généraux qui auraient pu faire. Remarquez, ils ne se sont pas gênés pour mettre une trentaine, une quarantaine de généraux qui posaient problème. Donc, l'instabilité. Je veux dire. Oui, l'instabilité au niveau des directions des services de sécurité, vous êtes mieux placé que moi pour en parler. L'instabilité au niveau de la direction de la DGSN, l'instabilité au niveau du commandement de la gendarmerie nationale, l'instabilité pas au niveau des douanes, mais presque. Mais tout ça génère beaucoup de choses. On a oublié de dire quelque chose, on a une corruption. Donc le deuxième mandat, est-ce que c'est le choix de l'armée ou c'est parce qu'il y a une instabilité? Est-ce que l'armée finalement n'a pas le temps, n'est pas suffisamment forte pour aller chercher d'autres candidats, d'autres présidents? Allez, on continue avec celui-là. Depuis 1962 à ce jour, on n'a jamais connu un pouvoir civil.
ça a toujours été les militaires qui désignent le... Bouteflika, pour toi, ce n'est pas un pouvoir civil. Non, Il n'a pas réussi à rendre le pouvoir civil, selon toi? Non, au contraire, il s'est accaparé tous les pouvoirs. C'est tout. Il s'est accaparé tous les pouvoirs. Mais c'est un civil, donc il a pu instaurer un pouvoir Oui, civil. non, mais il n'a jamais été civil du moment qu'il a été nommé par les militaires. C'est ça la réalité. Il a composé avec les militaires. Et il a essayé de s'accaparer le pouvoir, mais jamais démocratiser réellement. Il n'a jamais, voilà, le pays ou démocratiser les institutions de l'État vers une véritable ouverture. C'est le verrouillage, c'est la magouille, c'est la politique de l'argent. Donc il a acheté la paix sociale avec une corruption inimaginable. On n'a jamais atteint des records. La corruption aujourd'hui, en ce moment, elle est tout aussi forte, sinon pire. Voilà. Personne ne peut en parler parce qu'il n'y a plus de liberté d'expression. Voilà. Mais alors qu'à l'époque de Bouteflika, on pouvait en parler parce qu'il y avait un certain seuil limité, mais ça existait. Il y a des signes évidents, Abdou. Tu sais, quand on te met l'OAIC à regrouper tous les achats, ils négocient à la tonne, ces gens-là. Voilà. À l'époque, la poudre de lait se négociait à la tonne. Il y a une espèce de corruption ordinaire, banale, qu'on regarde et qu'on voit tous les jours, et nos concitoyens la vivent. C'est la corruption régalienne. Quand vous prenez le ministère des Finances, où il y a de la corruption à la douane, où il y a de la corruption aux impôts, où il y a de la corruption au domaine, où il y a de la corruption au cadastre, sans compter les marchés, etc. Mais ça se situe à une échelle et qui a instauré les oligarques. C'est Bouteflika qui a instauré cette mafia politico-financière. Et finalement, on va clôturer sur une autre provocation. Bouteflika, malgré tous ces oligarques, malgré toute cette corruption, mais on pouvait s'exprimer, allez. Moi, je faisais mes émissions à Alger. J'étais pas condamné à mort. Ken Tabou n'a pas été mis en prison. Rachid Nekez n'avait pas été mis en prison. Il y avait encore de la caricature, il y avait encore... Est-ce que finalement... quand on voit l'élection de cette année, quand même ni en 2014, ni en 2009, de mémoire de journaliste, je n'ai jamais été confronté à autant de difficultés pour exercer mon métier de journaliste pour couvrir une élection présidentielle. Est-ce que ce n'est pas cette régression, est-ce qu'on n'est pas amené à regretter cette époque de Bouteflika? Est-ce qu'on n'est pas amené à la regretter, cette époque de Bouteflika? Non, pas du tout. Je préfère que c'est lui qui clôturera. Donc aujourd'hui, on demande à un Tunisien, alors, واش رايك في خويا ربي يرجع لي ما تنتاع بن علي. Aujourd'hui, on demande à un Libyen. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Au temps de Kadhafi, au moins klina ou shba'na ou alhamdoulilah, c'était la paix. Au temps de Bouteflika, hadarna. Mais tout ça, c'est la nature des dictatures qui fait tout pour punir les citoyens parce qu'ils ont osé demander plus. On n'a pas demandé plus, on a demandé uniquement une véritable démocratie, une transition, un pouvoir, un exercice du pouvoir dans la transparence, la fin du règne des militaires, de la police politique dans tous ces États, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte, l'Algérie. Donc les pouvoirs, les dictatures dans ces pays sont en train de punir pour que justement ils vont gagner 50 ans à l'avenir de domestication, de plein pouvoir, et comme ça finalement ils vont mieux survivre, ils vont mieux garder le peu qu'on a que de demander mieux. Tu es d'accord avec le diagnostic En partie, oui. Mais le problème, pour revenir juste à Bouteflika, une petite parenthèse, il ne faut pas oublier que Bouteflika est venu avec une mission précise. Moi je me rappelle quand Feu Boumediene est décédé, c'était en décembre 1978, avec le fameux discours de Bouteflika qui lui a rendu hommage à la Alia. Et il y avait le conclave qui se déroulait à Cap Matifou, à l'ENITA, et qui ont choisi Chedli, qui paraissait normal. Bouteflika a eu plein de soucis après, et je peux vous dire qu'il est venu pour détruire l'armée. Il n'a pas détruire, façon de parler, désarticuler les services de sécurité. Affaiblir le pouvoir militaire serait plus approprié. Oui, affaiblir, plutôt affaiblir. Quand je dis détruire... se venger, surtout se venger. Merci pour les deux qualificatifs. En ce qui concerne la question... pour moi, véritablement, c'est la question démocratique qui me pose problème. C'est comment repartir, comment travailler tous ensemble pour véritablement, pas un projet de société simplement, mais comment on voit ce pays dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Mais là, c'est parti pour 5 ans. S'il n'y a pas un effondrement de l'État, ou s'il n'y a pas, comme dirait l'autre, des événements exceptionnels et imprévisibles, genre
je ne lui souhaite pas à M. Tebboune un décès ou une maladie invalidante, qui pourrait relancer un peu le processus. Comme j'ai dit, le pays est malade de est malade de ses gouvernants et de la police politique, et il est malade de son opposition. Moi, je souhaiterais que l'opposition puisse, après ces élections, parce que c'est plié, on est parti pour 5 ans, et j'espère que ce sera que 5 ans. Mais c'est aujourd'hui qu'on doit travailler pour le pays. C'est aujourd'hui que l'on doit pratiquement construire l'avenir. Parce que cet avenir, il peut être construit, et vous le savez bien, je ne vais pas déflorer un secret des dieux qui m'a relaxé. Mais le projet démocratique, il faut que ce soit proposé aussi. Pas simplement en Algérie. Dire voilà le pays tel que nous le voulons, voilà notre stratégie, voilà notre nouvelle doctrine militaire, notre nouvelle doctrine diplomatique, notre éducation. Regardez, pour en revenir encore une fois à cette histoire, je m'excuse Abdo, parce que pour moi c'est capital. C'est capital. Tous les Maliens, les Nigériens, qui venaient se former dans nos universités, qui venaient se former... moi, je me rappelle, dans ma promotion, il y avait peut-être 400, pas 400, une quarantaine sur une promo de 120, une quarantaine d'Africains, de Guinée, du Niger, voilà. Ils venaient se former. Tous les militaires qu'on a formés pour le Mali, la Mauritanie et le Niger. À partir du moment où vous anglicisez, mais ça sert à quoi tout ça? Ça sert à quoi? C'est une honte. C'est une honte. Et puis, je vais vous dire une chose, il n'a pas le droit de jouer comme ça avec l'avenir de nos enfants. Moi, mes enfants, ils sont grands. Ils sont grands, je n'ai pas de souci. Je parle des enfants, des jeunes Algériens, là maintenant. Et il y aura une rupture avec la communauté algérienne en France. Il y a 5 millions, demain ils seront 5,5 millions, dans 20 ans, dans 30 ans. Il faut préparer. C'est pour ça que ce pays voyage, si jamais il voyage, il est sans cap, sans projet et sans modèle. Même les islamistes n'ont pas de modèle. Personne, le pays n'a pas de modèle économique. Parce que 5 ans, vous suivez l'activité économique du pays. Il n'y a pas de modèle économique. Il n'y a pas de projet. Quel est le projet pour l'Algérien? L'Algérien qui a 20 ans aujourd'hui, 19 ans, qui vient d'être bachelier. Quel est son projet? Quel est le projet? Où on installe ce pays? Mon cher Aidé, ce sont des questions tellement intéressantes qu'elles mériteraient à elles seules un autre débat. Juste une petite clôture. Avec plaisir, mon cher Aidé. Juste la nouvelle de la candidature de Tebboune a poussé encore, c'est une véritable catastrophe, a poussé plus de 1000 jeunes en une seule journée de quitter l'Algérie et se retrouvent en Espagne. Plus exactement 48 heures. Hein. C'est le dernier chiffre... C'est un indice de la politique de Tebboune depuis 4 ans. Abdou, s'il te plaît, je voudrais, en tant que militant des droits de l'homme, je te prends 30 secondes. C'est pour vraiment apporter toute ma solidarité, le président le clôturera, à Mira Moknesh, à Sofiane Ouali, à Bouchlarm, à Rafiq Belayel, à Malek Boujma et son fils, qui ont été indûment incarcérés et qui ont été transférés à Alger pour être présentés devant le procureur demain, je pense. Et pour leur exprimer toute notre solidarité pleine et entière, et à tous les détenus politiques et d'opinion. Nous exprimons non seulement notre solidarité, mais nous nous engageons à défendre leur cause, à être le porte-parole de leur famille, de leurs proches, de leurs avocats. La question des détenus politiques, nous en parlons régulièrement dans nos émissions et on consacrera encore une fois des débats et plein d'émissions pour essayer de médiatiser au grand maximum leur cas. On ne peut rien faire de plus malheureusement à ce stade-là, mais on ne vous oubliera pas. Rabbi Jibel Khair, merci beaucoup Ali, merci beaucoup Edir, merci nos chers compatriotes, y compris les amis étrangers de l'Algérie qui sont très nombreux à nous regarder aussi, parce que l'Algérie appartient aussi, c'est une belle idée qui apparaît beaucoup d'étrangers à notre pays, aimeraient le voir heureux, épanoui et développé, et c'est pour ça que nous luttons chaque jour, en tout cas c'est l'objectif unique de ce plateau que nous consacrons aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024. Vous informer, vous permettre de débattre et vous permettre de vous exprimer. Ensuite, forger votre opinion en toute liberté. C'est comme ça, à très bientôt, à la prochaine pour notre débat.